Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir c'est Pierre Grenier, donc délégué régional de la CIMAD qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors avec vous on va parler du 9e rapport que vous avez rendu ce matin, c'est ça, lors d'une conférence de presse. Enfin, voilà, vous avez officialisé tout ça ce matin lors de la conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà voilà, ce qu'est ce rapport et ce qu'il préconise et ce qu'il rend en tout cas tous les ans? Alors comme vous l'avez dit, c'est la 9e édition, donc ça veut dire que ça fait 9 ans que la CIMAD sort un rapport annuel sur les conditions d'enfermement des étrangers dans les centres de rétention administrative et témoigne de ce qui s'y passe. La CIMAD, c'est la seule association qui intervient jusqu'à présent dans ces centres et qui exerce un peu le regard citoyen à l'intérieur. Regard citoyen d'une part, à mon avis c'est une chose fondamentale. La deuxième chose fondamentale, c'est aider les personnes retenues et enfermées à exercer leurs droits, à exercer effectivement leurs droits, à les comprendre et à éventuellement contester des décisions de reconduite. Ce rapport, c'est le travail de tous les équipiers de la CIMAD qui interviennent dans les 23 centres de rétention français. Alors il y a 23 centres de rétention en France, il y en a un du côté de Toulouse, à Cornebarieux. Tout à fait. C'est le seul qu'il y a dans la région proche en tout cas? Alors il y en a un à Rivesaltes, ouais. Il y en a un à Hendaye, et Bordeaux est actuellement fermé puisqu'il a brûlé en début d'année. Ok. Alors on va se focaliser un petit peu sur Cornebarieux, nous. Déjà, si on le compare aux autres centres français, il se situe où, si on peut parler de qualitatif, disons? Alors c'est toujours compliqué pour nous d'aborder la question qualitative. Alors c'est un centre moderne qui a été créé en 2007, donc on peut dire que les conditions, si on les regarde de manière hors champ politique, j'ai envie de dire, bon, c'est climatisé, il y a des chambres neuves, etc. Ceci dit, le principe reste le même, c'est un lieu d'enfermement d'étrangers qui préconise donc l'enfermement systématique de l'étranger, et c'est ce que nous dénonçons en premier lieu. Alors je vais peut-être je vais mettre des mots entre guillemets, mais quel est le centre français, disons, alors c'est pour ça que je mets entre guillemets, qui marche le mieux, c'est-à-dire où il y a le plus de monde à l'intérieur et qui draine le plus de monde? Alors il y a des centres de différentes tailles. Cornebarieux est un des plus gros de France puisqu'il y a 126 places, et un secteur famille où on peut enfermer des familles entières pendant quasiment un mois. Le centre le plus important de France se trouve au Mesnil-Amelot, en banlieue parisienne, centre qui passe aujourd'hui à plus de 240 places, avec un taux de remplissage, puisque là on est vraiment à parler de chiffres, quasi de 100%. Alors dans ce rapport, vous dénoncez aussi la politique de chiffres du gouvernement, parce que notamment vous expliquez qu'il y a des chiffres, en tout cas des personnes qui sont retenues dans les chiffres alors qu'elles allaient repartir finalement. Complètement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on constate vraiment beaucoup dans la région, en tout cas dans la région, surtout au niveau du centre d'Hendaye ou de Rivesaltes, où sont interpellés très régulièrement des ressortissants marocains qui rentrent chez eux, dont le visa est effectivement périmé, mais qui ont les bagages avec eux, qui ont l'ensemble, et qui vont se retrouver enfermés alors qu'ils ont un billet retour, et donc l'ensemble du coût de la reconduite va repasser dans le champ public. Les personnes vont perdre leur bagage, enfin quelque chose, et puis ils vont être enfermés. Tout ça pour faire du chiffre? Tout ça pour faire du chiffre. Alors à Cornebarieux, donc vous avez dit qu'il est plein là actuellement le centre? Non. Alors, on parle pas mal d'affaires ici. On a l'affaire Chigrinsky par exemple aussi, qui a aidé. Où c'est que vous en êtes au niveau de ces affaires? Est-ce que vous les prenez à bras le corps au niveau de la CIMAD? Comment ça se passe? Au niveau de la CIMAD, alors c'est des affaires qu'on qualifie les fameuses affaires de délit de solidarité, article L622.1, le fameux qui est maintenant à la mode, concernant les aidants. Effectivement, José Szydlowski, qui est un membre actif du réseau Éducation sans frontières, mais qui par ailleurs est un documentariste reconnu, a été convoqué à la police aux frontières il y a maintenant 2 semaines en vue de le poursuivre pour aide au séjour irrégulier. Pour l'instant, c'est que des rappels à la loi? Alors, pour José Szydlowski, on ne sait pas, il a été convoqué officiellement devant la police aux frontières. Maintenant, c'est au procureur de décider des suites à donner. Lui, il revendique clairement
ses actes et demande à être poursuivi pour ce qu'il a fait, pour faire exemple. C'est un acte autant militant, même si à la base, il a hébergé cette personne en toute humanité et solidarité. Un nouveau cas apparaît la semaine dernière sur une femme poursuivie pour délit de solidarité. Là, on est dans un tout autre champ. C'est une femme qui a hébergé quelqu'un, une proche d'une amie à elle, si vous voulez, qui ne fait pas d'acte militant en tant que tel, mais qui se retrouve à passer devant le délégué du procureur mercredi 28 octobre. Là, alors dans le sens d'un rappel à la loi, effectivement. Mais comme cette personne a refusé de reconnaître qu'elle avait commis un délit, ce qu'on trouve tout naturel, on ne peut pas lui faire de rappel à la loi, et donc, encore une fois, c'est renvoyé devant le procureur qui va devoir trancher classement sans suite ou poursuite. Alors comment vous expliquez ce double discours d'un ministre d'un côté qui explique qu'il n'y aura pas de sanctions pour ce genre de délit, et puis à côté de ça on fait des rappels à la loi à certaines personnes, on met en garde à vue d'autres personnes. Comment vous expliquez ce double discours Il y a deux choses. La première, c'est que on a clairement trouvé des condamnations pénales pour des personnes aidantes qui n'avaient rien à voir avec des passeurs, première chose, donc le ministre ment. Récemment dans les 15 dernières années. Récemment, effectivement, on n'a pas vu de poursuite, mais on voit très clairement des pressions. José Childovski, vous l'avez dit ici, cette dame camerounaise cette semaine, mais c'est Claudine Louis à Foix, on en a parlé un peu au mois de juin-juillet, qui a été relaxée, mais qui est allée jusqu'au tribunal. Alors effectivement, il n'y a pas de condamnation en tant que telle, là, actuellement. La pression mise sur les militants ou particuliers qui font preuve de solidarité est absolument insupportable et condamnable. Alors, comment ça peut avancer ce genre de dossier, et quel poids vous avez, vous, là-dessus? Alors, le poids, on ne l'a pas seul. Je crois que ce sont des comportements à dénoncer par l'ensemble des organisations et l'ensemble des citoyens. Là-dessus, on est assez largement suivi. Et l'idée, c'est une modification législative pour éviter tout ce flou juridique qui permet de poursuivre des personnes qui font simplement preuve d'humanité et d'aide envers des personnes en difficulté. Donc là, il faut légiférer là-dessus. Il faut modifier la loi qui permet ce genre de poursuite. Alors, justement, vous, avec la CIMAD, vous êtes la seule, vous l'avez précisé au début de cette interview, la seule association qui peut se rendre dans les centres de rétention. Et ça, pour l'instant, c'est plus très sûr, finalement. Vous attendez une décision qui risque de tomber et qui pourrait vous empêcher d'y rentrer maintenant, à partir de maintenant. Oui, mais en fait, depuis août 2008, il y a une bagarre qui s'est enclenchée entre la CIMAD et l'ensemble de ses soutiens, plus d'une trentaine d'organisations la soutiennent dans sa démarche, entre la CIMAD et le ministère de l'Immigration, sur cette intervention-là. Le ministère disant il y a un monopole de la CIMAD disant nous on n'est pas là pour avoir un monopole, on a d'ailleurs fait des propositions d'intervention conjointe. Ce qu'on réclame simplement, c'est que les associations qui interviennent soient compétentes sur le plan juridique et un véritable droit de témoignage à l'extérieur, libre et non censuré, et surtout d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans l'ensemble des centres. Aujourd'hui, ce que veut le ministère, c'est mettre des associations différentes dans chacun des centres et les rendre de véritables prestataires de services. Et introduire une notion de concurrence entre ces associations. Donc on peut comprendre très rapidement où va se situer la qualité de l'accès aux droits pour les personnes retenues. Oui, parce que justement l'avantage de la CIMAD, c'est justement d'être présente dans tous les centres et de pouvoir avoir une vue globale, comme vous disiez, là-dessus. C'est... avec le ministère de l'immigration, disons, depuis qu'il existe, ça a été un bras de fer depuis le départ, quasiment, ou pas? Oui, après, la CIMAD a une tradition de dialogue, mais il y a des moments où on ne peut pas accepter de dialoguer autour de rien. Et là, clairement, on est dans une politique de mise en concurrence des associations qui n'est pas acceptable, mais qui va bien au-delà de la question de la rétention. Bon, pour les centres, les centres de rétention, comme celui de Cornebarieux par exemple, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était aménagement et que celui de Cornebarieux était neuf. Vous parliez, vous, un mois, on peut y rester un mois? 32 jours. 32 jours. À partir de ce mois, il se passe quoi? Alors, le principe du placement en rétention, c'est l'administration se donne le droit d'enfermer
une personne en situation irrégulière le temps de son éloignement. Donc, théoriquement, la personne reste en rétention le temps que l'administration puisse l'éloigner. Ce qu'on constate, c'est que cet enfermement devient de plus en plus une sanction. Des personnes dont on sait qu'on ne pourra pas les reconduire, des personnes dont on ne connaît pas la nationalité par exemple, qui ne seront reconnues par aucun consulat, vont passer 32 jours, être libérées. On va leur demander de quitter le pays par leurs propres moyens. Elles ne vont pas le faire puisqu'elles n'ont pas d'autres pays. Et vont comme ça faire des séjours en rétention assez réguliers. C'est des choses qu'on constate au niveau global. Ça fait du chiffre. On sait qu'on ne les... Donc la même personne peut être retenue plusieurs fois. Donc en fait, ces 32 jours, c'est voilà, c'est juste d'une traite. Mais après, ces personnes peuvent y revenir. Comment on explique qu'on ne puisse pas expulser une personne directement Une personne, elle doit avoir une nationalité, donc un pays de renvoi, d'éloignement. Si elle n'a pas d'identité avérée ou de passeport en cours de validité, on va demander au consulat dont on se doute que la personne pourrait avoir la nationalité, de reconnaître cette personne. Si les consulats ne la reconnaissent pas, l'administration est dans l'impossibilité de reconduire la personne. D'accord, donc là à ce moment-là, on est obligé de la libérer. Là, Tout à fait. D'accord. Mais très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à l'invité du jour. Je le rappelle, ce rapport est disponible sur votre site internet. Oui. Alors le site internet c'est www.cimade.org. Voilà, donc dans toute la France, vous avez un rapport complet sur toutes les centres de rétention. Il y en a une vingtaine en France, vous m'avez dit tout à l'heure. 23 centres en France. Merci beaucoup Pierre Grenier de nous avoir accueillis ici. Nous on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour.